C'est avec grand plaisir que je reçois, en fait, que je vais animer aujourd'hui une entrevue avec la sénatrice Julie Méville-Deschênes, qui, là, pour ceux qui sont à la maison, est une ancienne journaliste à Radio-Canada, qui a été aussi diplomate, qui a travaillé aussi pour des organisations non gouvernementales liées aux droits des femmes, notamment. Et aujourd'hui, on vient parler plus spécifiquement d'un projet de loi d'importance qui touche l'interdiction de l'importation de produits issus du travail forcé. Mais avant, qu'est-ce que c'est exactement le rôle d'une sénatrice? Qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir postuler, en fait, pour devenir sénatrice indépendante? Il faut le mentionner. Puis, quel est le rôle du Sénat dans le processus législatif canadien? Alors, merci d'abord. Je pense que c'est une très bonne question parce que le Sénat souffre d'être méconnu. Beaucoup de préjugés sont véhiculés sur le Sénat, un endroit où il y a plein de vieux qui dorment sur leur pupitre. Eh bien, ce n'est pas le cas. J'ai été nommée, donc on n'est pas élu, c'est la grande différence avec la Chambre des communes, on est nommé. Donc, j'ai été nommée par le Premier ministre au printemps 2018, sénatrice, et en fait, j'ai postulé parce qu'il y a eu une réforme, mini-réforme du Sénat, et le Premier ministre a dit « Fini les sénateurs partisans qui vont faire partie de partis politiques de façon automatique, c'est-à-dire le Premier ministre libéral nomme des libéraux au Sénat. Maintenant, pour la Chambre haute, on va choisir des sénateurs et des sénatrices indépendants, ce qui est un immense privilège parce que moi, je n'étais jamais allée en politique jusque-là parce que la discipline de parti me faisait peur. Cette idée de pouvoir voter sur des projets de loi selon sa conscience, de pouvoir exercer son jugement sans le cadre d'un parti me faisait absolument plaisir. Étant donné que j'avais d'abord été journaliste, donc j'avais aussi, disons, des opinions et des idées sur différentes choses. Et donc, c'était une aventure, une expérience extraordinaire à tenter et je l'ai tentée. Et donc, le Sénat, ce que ça fait, c'est sur le modèle de Westminster, c'est-à-dire qu'il y a la Chambre des communes avec les élus. D'habitude, les projets de loi que le gouvernement veut faire passer transitent par la Chambre des communes. Il y a un processus première lecture, deuxième lecture, troisième lecture, adoption. Et ensuite, le dit projet de loi doit automatiquement passer à travers le Sénat avec le même processus, aussi long, parfois plus long, pour pouvoir être sanctionné et avoir force de loi. Donc, c'est une chambre très importante dont on entend moins parler parce que souvent, cette chambre n'a pas forcément toujours eu, je dirais, le recul nécessaire pour faire des amendements substantiels, pour changer la législation gouvernementale à l'époque des partis politiques. Mais l'histoire du Sénat est parsemée, je vous dirais, de différents scandales, de différents problèmes, mais je crois que la réforme qui s'amorce fait qu'on peut avoir un impact plus important. Je vous donnerai juste un exemple. L'aide médicale à mourir, on a voté en faveur d'un amendement avec lequel je suis plus ou moins d'accord, mais qui fait que les personnes atteintes seulement de maladies mentales vont pouvoir recourir à l'aide médicale à mourir. Alors, c'est quand même des amendements substantiels à la législation gouvernementale. Et ce qu'on peut faire, la raison pour laquelle je suis ici devant vous, on a un pouvoir extraordinaire qui est un pouvoir d'initiative. Chaque sénateur, chaque député aussi, peut présenter un projet de loi qu'on appelle des projets de loi sénatoriaux d'intérêt public et peut essayer de faire avancer son propre projet de loi qu'il a écrit ou fait écrire par des avocats, par des juristes, par des légistes et essayer de faire adopter son propre projet de loi. Alors ça, c'est absolument extraordinaire parce que vous comprenez tous les rouages de cette machine difficile, lourde, avec beaucoup de procédures. Et quand vous avez une idée, ben, vous pouvez essayer de dire « je n'ai pas qu'une idée, je ne suis pas là que pour parler de mon idée, je vais essayer de changer les choses en faisant passer mon idée et en rendant cette idée un projet de loi. » Alors ça, franchement, je dois dire que c'est un privilège absolument extraordinaire. Et dans le fonctionnement du Sénat, parce que, bon, il y a des sénateurs qui ont été nommés par l'ancienne mouture par des conservateurs, par des libéraux. Maintenant, il y a des sénateurs dits indépendants. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ligne de parti tout à fait claire. Alors, donc maintenant, il y a à peu près 80 sénateurs indépendants
et uniquement 15 sénateurs conservateurs qui sont toujours l'opposition officielle, donc il y a encore beaucoup de pouvoir sur la procédure. Mais parmi les 80 indépendants, il y a des tendances. Il y en a qui sont plus à droite, plus à gauche, mais il y a quand même un principe important qui s'appelle un peu la doctrine de Salisbury, mais qui est cette idée que la Chambre haute, il faut de bonnes raisons pour aller à l'encontre de la volonté du gouvernement. Donc, mettre à mort des projets de loi, ça ne se fait pas souvent, ça s'est fait 2 fois dans l'histoire. Parce que nous ne sommes pas des élus, mais nous sommes des nommés, des gens nommés. Le gouvernement s'est fait élire. Souvent, il y a des promesses électorales qui ont une grande importance. Donc, avant de renverser un projet de loi, il faut qu'on soit convaincu que ça va à l'encontre des chartes, de la Charte des droits notamment. Donc, c'est vraiment, ça, je vous dirais que c'est probablement la principale contrainte. Donc, quand on a des projets de loi plus controversés et tout, c'est très complexe comme réflexion. Et une des raisons qui vous a amené à aller au Sénat, c'était pour changer les choses à votre façon. Changer le monde, bien sûr. Je fais des blagues, mais oui. Et quand même, il y a un projet de loi, justement, qui est en train de passer les différentes étapes. J'en ai 2, mais je sais qu'on en parle. On va parler surtout d'un. Le projet S-211, qui vise à interdire, ou du moins favoriser la lutte. On parle d'un projet de loi qui lutte contre le travail forcé, le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement. Okay. Alors, comment fonctionne ce projet de loi? Quelle est l'idée derrière ça? Alors, d'abord, ce projet de loi, j'en suis très fière parce que ce projet de loi, comme je vous l'ai dit, ça commence tranquillement, on essaye de bâtir des coalitions et tout, et ce projet de loi est rendu à la veille de la 3e lecture à la Chambre des communes. Ça veut dire que depuis 3 ans, ce projet de loi a passé à travers toutes ces étapes-là. Alors, c'est un projet de loi, on appelle ça dans le jargon un projet de loi de transparence des entreprises. C'est l'idée que nos entreprises, de plus en plus avec la mondialisation, vont chercher leurs produits, les marchandises qu'ils vendent ici à l'étranger. Et ils le font à travers une chaîne d'approvisionnement qui peut être particulièrement longue, qui peut aller jusqu'au champ, par exemple, mais il y a différentes étapes pour la création des marchandises qui rentrent ici. Et donc, on sait qu'au Canada, selon des estimations de Vision mondiale, il y a à peu près 48 milliards de marchandises qui rentrent ici par an, qui sont susceptibles, qui risquent de contenir du travail forcé ou du travail des enfants. Et ça représente, par exemple, dans les produits alimentaires, à peu près 10% de ce qu'on consomme est susceptible d'être à risque de travail forcé, de travail des enfants. On pense au cacao, on pense à toutes sortes, aux tomates, les choses les plus de base que vous pouvez manger. Donc, l'idée du projet de loi, c'est que les entreprises qui ont un pied à terre ici, qui vendent donc des marchandises au Canada et ailleurs, avec ce projet de loi, vont avoir le devoir de faire rapport 1 fois par an, un rapport public sur les efforts que les entreprises font pour diminuer les risques de travail forcé, de travail des enfants dans leur chaîne d'approvisionnement. Pourquoi on appelle ça un projet de loi de transparence? Parce que ce qu'on leur demande, c'est de faire rapport du mieux qu'elles le peuvent. Mais l'obligation, c'est de faire rapport. L'obligation, ce n'est pas de se débarrasser en 2 temps, 3 mouvements du travail forcé, du travail des enfants, parce que ce sont des problèmes complexes. Encore faut-il les trouver, encore faut-il y remédier. Donc, on qualifie ce projet de loi de premier pas. On n'a rien au Canada de ce genre-là. Donc, c'est un premier pas pour conscientiser les entreprises. Et ce qui est important de dire aussi, c'est qu'on vise beaucoup d'entreprises. On vise les entreprises de taille moyenne, plusieurs entreprises de taille moyenne et les grandes entreprises, parce que le seuil pour être couvert par cette loi-là, c'est d'avoir 40 millions en chiffre d'affaires ou 250 employés. Pourquoi on a choisi ce seuil? Parce qu'on sait que c'est surtout les entreprises de grosseur moyenne là, qui peuvent ne pas savoir qu'est-ce qu'il y a dans leur chaîne d'approvisionnement, qui contribue à faire ces marchandises-là, parce que ça coûte de l'argent à les chercher. Il faut aller à l'étranger, il faut embaucher des gens spécialisés là-dedans. Et donc, on considère que c'est important que ces entreprises, ces moyennes entreprises fassent le ménage dans leur chaîne d'approvisionnement, mais on ne peut pas demander aux dépanneurs au coin de la rue, là,
un employé d'aller faire une enquête dans les chaînes d'approvisionnement. Donc, c'est pour ça que ça prend un seuil. Et c'est aussi un projet de loi qui a des dents. Contrairement à d'autres projets de loi de transparence, je pense à celui en Grande-Bretagne, aussi en Australie. C'est-à-dire que si on ne fait pas rapport, l'entreprise peut être pénalisée, elle peut commettre une infraction pénale passible d'une amende de 250 000 $. Vous allez me dire, ce n'est pas grand-chose pour les grandes entreprises, vous avez raison, mais il y a quand même une pénalité. Et il y a aussi cette idée très importante que tout le conseil d'administration doit signer sur ce rapport-là. Donc, on s'assure que ceux qui sont responsables ont vu le rapport. Si les informations que les administrateurs ont mises dans ce rapport sont sciemment fausses ou trompeuses, encore là, on peut commettre une infraction pénale. Donc, ça, c'est aussi important. On peut aussi dire que ce n'est pas juste les entreprises, mais moi, j'ai étendu ce projet de loi parce que j'ai travaillé là-dessus pendant 3 mois sur le gouvernement, les ministères et une centaine de grandes entreprises publiques. Donc, bien sûr, le gouvernement doit donner l'exemple. Donc, c'est important qu'il soit compris dans ce projet de loi-là. Donc, il y a toute une série de mesures. Je vous dirais qu'une autre qui est intéressante, c'est que pour les entreprises de juridiction fédérale, on les oblige à faire rapport aux actionnaires de leurs efforts dans cette matière. Et ça, c'est important parce qu'on sait qu'un projet de loi de transparence, ce qui est le plus important, c'est que les entreprises, enfin la plupart, tiennent à leur réputation. Et donc, ce n'est pas tant le fait d'avoir une pénalité de 250 000 $ qui va toucher les grandes entreprises, mais c'est la réputation. Parce qu'avec la réputation vient les investisseurs. Et si les investisseurs trouvent que cette entreprise est associée soit dans les médias, soit avec des rapports mal faits à l'esclavage moderne, bien, ça se peut très bien que les investissements diminuent. Donc, c'est ça l'espoir d'un projet de loi comme ça, qui est évidemment loin d'être parfait, mais qui donne un premier signal aux entreprises canadiennes que, attention, vous ne pouvez pas juste faire une course au bas prix. Il faut aussi penser à ceux qu'on exploite dans ces chaînes d'approvisionnement. Et autre facteur, c'est la concurrence déloyale. Comment voulez-vous, entre 2 compagnies canadiennes, que celle qui emploie des esclaves ou que celle qui n'emploie pas d'esclaves, devrais-je dire, qui a des conditions de travail correctes, concurrence une entreprise qui s'alimente de marchandises comprenant du travail forcé ou du travail des enfants? C'est impossible d'avoir une concurrence honnête et loyale. Donc, si on pense même du point de vue capitaliste, c'est une bonne chose, mais aussi, comment peut-on, nous, accepter comme consommateurs, sans le savoir la plupart du temps, que ce qu'on mange, que ce qu'on consomme, là, on le sait maintenant, ce qu'on appelle le fast fashion, là, un T-shirt à 2 $, posez-vous pas trop de questions trop longtemps. Mais on fait partie de ce système. L'autre jour, Stéphane a parlé des grands gains de la mondialisation, des côtés positifs. Il y en a, mais disons que l'envers de la médaille, c'est aussi que nous profitons de l'exploitation des peuples ailleurs, parce qu'il y a, oui, il y a des salaires bien sûr minables à plein d'endroits, mais il y a encore plus que ça. Et je devrais vous donner quelques définitions pour que vous sachiez de quoi je parle. Oui. Qu'est-ce que le travail forcé? Bon, d'abord, qu'est-ce que l'esclavage moderne? C'est un terme, donc je suis sûre que vous avez tous entendu parler, c'est un terme à la mode. Beaucoup de gens parlent de ça. Donc, évidemment, ça réfère à l'esclavage qu'il y a déjà eu historiquement, mais on a ajouté moderne parce qu'il est différent. Pas de chaîne. La plupart du temps, il n'y a pas de chaîne. Mais pour qu'il y ait travail forcé, et ça c'est la définition de l'Organisation internationale du travail qui date de 1930, il faut qu'il y ait, je vous la lis là, tout travail ou service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel le dit individu ne s'est pas offert de plein gré. Donc, c'est cette question de la menace et du plein gré. Donc, ça peut être servitude de dette. Un migrant qui a traversé les frontières pour aller travailler dans un pays X et qui doit beaucoup d'argent, des fois, ils sont accoquinés avec les entreprises et donc, il y a une dette énorme. Et donc, à ce moment-là, il ne peut pas quitter son travail, lui, parce qu'il est sous le coup d'une dette et il faut qu'il la rembourse. Et parfois, il n'arrive jamais à la rembourser parce que les taux d'intérêt, tout ça est fait au noir. Alors, bien sûr, c'est une forme d'esclavagisme, comme vous pouvez l'imaginer. Saisit des papiers d'identité.
Moi, j'avais rencontré une Camerounaise qui avait travaillé pour une ferme au Québec, qui, quand elle est arrivée avec un permis de travail fermé, on lui a pris ses papiers. Alors, ça aide pas, ça, pour essayer d'aller voir ce qui se passe ailleurs, de parler aux gens. Elle n'avait même pas de téléphone. On lui a dit non, c'est pas nécessaire, tu n'as pas besoin de téléphone. Donc, on peut isoler les personnes comme ça. Menace de dénonciation à l'immigration. Tu vas rentrer chez toi si tu ne fais pas ce que je te dis. Quand on a des permis de travail forcés, fermés, c'est évidemment plus facile à faire. Donc, il y a différentes façons. Le travail forcé, comme je vous dis, ce n'est plus le travail enchaîné, mais c'est différents moyens qui font qu'on ne sent pas qu'on est capable de quitter cet emploi. On n'a pas les moyens de quitter cet emploi. Travail des enfants, c'est simple, c'est des enfants, ça le dit, moins de 18 ans, mais en fait, la convention dont on sert ici, c'est la convention sur les pires formes de travail des enfants, et donc des emplois qui menacent la santé, la sécurité, le bien-être des enfants, que ce soit la traite sexuelle, que ce soit le travail dans des mines de cobalt en Afrique, dans des plantations. Bref, les Nations unies jugent que les enfants ne devraient pas travailler, surtout si ça nuit à leurs études. Ça, c'est un autre palier. Ce n'est pas les pires formes de travail des enfants, mais comme vous le savez, il y a des enfants qui travaillent toute la journée ou toute la nuit et qui ne peuvent pas aller à l'école. Alors ça, évidemment, comme pays où nos enfants vont à l'école, où l'école est obligatoire, on ne peut pas se fermer les yeux sur cette réalité ailleurs. Donc ça, c'est les définitions qu'il faut connaître. Esclavage moderne, ça n'existe pas en droit international, c'est une expression à la mode. Donc, tout ce qu'on peut dire, c'est que ça comprend et le travail forcé, et les pires formes de travail des enfants, et le mariage forcé, le trafic sexuel, enfin, toutes les choses horribles qui existent peuvent rentrer dans l'esclavage moderne, qui est une expression qu'on utilise beaucoup dans le langage aujourd'hui. Pour revenir sur votre projet de loi, on peut comprendre que pour une grande entreprise qui est en compétition sur un marché, aller chercher des produits issus du travail forcé pour faire baisser le prix de leurs produits, on peut comprendre la logique. Mais vous avez parlé des achats publics. On peut faire un lien avec la présentation ce matin. Comment se fait-il? Comment est-ce possible? Est-ce qu'il y a des exemples où le gouvernement canadien achète des produits issus du travail forcé? Oui. Est-ce que... Parce que, écoutez, il y a quelques règles à l'intérieur de la fonction publique fédérale que je connais mieux, mais je peux vous dire que la pandémie a justement mis au jour des pratiques questionnables du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral, pour les hôpitaux, a acheté pour à peu près 220 millions, si je me rappelle bien, de gants médicaux à une entreprise qui était une filiale de Supermax. Supermax, c'est un très gros joueur en Malaisie. La Malaisie est un très, très gros joueur dans les gants médicaux. Et donc, on a su qu'il y avait des situations, grâce à des enquêtes journalistiques, là, je ne vous le cache pas, c'est souvent comme ça qu'on sait, qu'il y avait des allégations. C'est jamais toujours facile à évaluer l'ampleur du phénomène, mais il y avait des allégations très sérieuses de travail forcé dans cette usine de Supermax en Malaisie. Et ça, donc, c'est le gouvernement qui est acheteur de ça. Alors là, ce qui a été remarquable, parce que malheureusement, la rapidité de réaction est toujours... il n'y a pas de rapidité de réaction, disons, dans les gros ensembles. Alors, il a fallu, c'est d'abord le gouvernement américain qui a arrêté de faire affaire avec Supermax. Nous, ça nous a pris plusieurs mois avant que le gouvernement canadien dise c'est fini, on ne fera plus affaire avec eux. Ils sont fait prendre dans ce cas-là. On a fait venir beaucoup de masques de Chine. Et il y a eu beaucoup de questions dans les comités parlementaires pendant la pandémie, à savoir, est-ce que vous savez précisément comment sont faits ces masques? Qui les fait? Quelles sont les conditions de travail? Et évidemment, il n'y avait pas de réponse pour ça. Le gouvernement n'en a pas, les entreprises n'en ont pas toujours. Donc, je ne veux pas prétendre ici que c'est facile. Ce n'est pas facile à faire. Mais on vit dans une société où, et particulièrement les pouvoirs publics, acheter à des faibles coûts des marchandises dont on a besoin dans un pays riche en comptant sur l'exploitation d'autrui,
sur les violations des droits de l'homme, des droits de la personne, parce qu'on s'entend, là, le travail forcé, c'est une grave violation des droits de la personne. Le travail des enfants dans des conditions comme on le connaît. Écoutez, aujourd'hui même, lisez votre New York Times, je suis sûre que c'est votre lecture en vous levant le matin, et vous allez voir que les États-Unis, parce qu'on pense toujours ça se passe ailleurs, ça se passe dans les pays pauvres, les États-Unis, en ce moment, une enquête vient de révéler qu'il y a tout un trafic d'enfants qui viennent de l'Amérique centrale, début de l'Amérique du Sud, qui sont pris par des parrains ici et qu'on envoie travailler dans des usines du Michigan pour faire des emballages de Cheerios, par exemple. Donc, les États-Unis eux-mêmes, qui en ce moment s'indignent haut et fort contre le travail forcé en Chine et dans d'autres endroits, ne sont pas sans tâche. Cette idée que des enfants sans parents, là, les parents restent au Guatemala, par exemple, les enfants retournent de l'argent et travaillent dans des usines ici. Ça veut dire qu'il y a des entrepreneurs, il y a des patrons qui ferment les yeux. Parce que quand un enfant a 13-14 ans, ça se voit en général. Et encore là, inutile d'aller chercher chez nos voisins, le Québec n'a aucun âge minimum pour le travail des enfants. On a toujours fait confiance aux parents pour dire oui, oui, mon enfant, le parent doit accepter en dessous, je crois, de 14 ans. Mais la réalité, c'est qu'on est complètement dépassé là-dessus. Toutes les autres provinces ont soit un nombre d'heures, soit un âge minimum pour que l'enfant puisse vraiment continuer à aller à l'école. Alors, vous voyez la combinaison d'une pénurie de main-d'œuvre, de la pandémie qui fait que les enfants avaient plus de temps. Et là, il y a eu une hausse spectaculaire du nombre d'enfants partout. Vous devez en voir quand vous allez magasiner, là, qui travaillent. L'idée n'est pas de dire que quelques heures de travail, ce n'est pas une bonne idée. Tout est une question de dosage, de mesure et de où ces enfants travaillent. Et aux États-Unis, c'est clair qu'on on les trouve dans des usines où il y a des convoyeurs assez dangereux et dans d'autres emplois dangereux. Donc, clairement, c'est un problème mondial qui est évidemment plus frappant, non seulement dans les pays plus pauvres, mais dans des pays comme la Chine. Le gros scandale qui a mis cette histoire au jour, c'est les Ouïghours. Les Ouïghours, comme vous savez, c'est une minorité musulmane en Chine qui habite dans une province qui s'appelle le Xinjiang et qui sont mis dans des camps de réhabilitation. Il y a eu des troubles à un moment donné, il y a eu du terrorisme, oui, effectivement, mais il y a eu après énormément de contrôle par le gouvernement central, de la répression et donc camps de rééducation et travail forcé dans les champs de coton, dans les champs de tomates, vraiment à grande échelle. Ceci dit, beaucoup d'allégations. On n'a jamais pu avoir une enquête indépendante sur ce qui se passe aux Ouïghours, mais c'est assez sérieux pour que le Parlement dont je fais partie a déclaré que c'était un génocide. Alors, ça, c'est, je vous dirais, l'étape ultime quand c'est l'État qui devient le promoteur du travail forcé. Dans le projet de loi, donc, qui n'est pas encore adopté, non, ça mais devrait... qui progresse. Qui progresse. Alors, j'imagine qu'il y a des gens qui vous appuient au Canada, mais il y a aussi sûrement des résistances. Pouvez-vous nous expliquer qui vous appuie d'un côté, mais qui résiste aussi? Quelles sont leurs principales objections? Un projet qui semble a été... Formidable. Hein? Ouais. Alors, donc, j'ai quand même réussi. La raison pour laquelle j'ai passé l'étape du Sénat et c'est rendu si loin, c'est que c'est un projet de loi de compromis. En politique, c'est l'art du possible, c'est-à-dire qu'il faut obtenir un appui majoritaire dans une chambre pour passer. Et donc, j'ai obtenu l'appui et des conservateurs qui sont contre l'esclavage moderne et des sénateurs indépendants qui sont aussi. C'est un enjeu qui dépasse, je vous dirais, les lignes de parti et l'idéologie. Mais en effet, tout est une question de dosage. C'est un projet de loi qui est une première étape et qui demande aux entreprises de faire un pas quand même qui est important, un rapport, réfléchir à ces questions-là, essayer d'améliorer les choses. Mais j'ai aussi des opposants. J'ai eu particulièrement une coalition d'OBNL qui travaille sur les questions de droits de la personne, qui était très critique parce que pour eux, leur logique, c'était que c'était mieux pas de projet de loi du tout que ce projet de loi. Parce que ce que ces groupes voulaient,
Et il y en a d'autres qui étaient d'accord avec moi, comme Vision mondiale disait c'est une bonne première étape. Vision mondiale s'occupe des enfants. Donc, certains disaient oui, c'est une bonne première étape, allons-y, mais une coalition quand même qui parlait assez fort a dit vaut mieux mettre ce projet-là aux poubelles, puis ça fait 3 ans qu'ils disent ça, que de le faire passer parce que ça va empêcher le gouvernement de faire quelque chose de plus sévère. Donc, le quelque chose de plus sévère, c'est ce qu'on appelle un projet de loi de diligence raisonnable, mais plutôt le devoir de vigilance, ce dont on a entendu parler ce matin. Donc ça, c'est des projets de loi qui disent aux entreprises, non seulement il ne faut pas qu'il y ait de travail forcé et de travail des enfants dans vos chaînes d'approvisionnement, mais si vous n'avez pas fait votre travail de façon diligente pour vous assurer qu'il n'y en a pas, cela donne le pouvoir aux victimes de poursuivre la compagnie. Donc là, on va plusieurs crans plus haut pour changer le comportement des entreprises. Et moi, je ne suis pas en principe contre une telle loi. C'est juste que pour essayer de changer de l'intérieur des entreprises, j'ai l'impression qu'il faut peut-être une petite étape de transparence puis commencer le travail. Et ça sera la seconde étape. Mais là-dessus, il y a des divergences profondes. En Europe, il y a des pays qui ont des projets de loi de diligence raisonnable ou de devoir de vigilance. Je vous donne l'exemple de la France. Donc, ils ont ce projet de loi-là, ils ont cette loi-là depuis quelques années, mais elle ne touche que 300 entreprises, des très grosses entreprises qui ont plus que 5 000 employés. En France, 10 000 employés à l'extérieur. Donc, le top du top. Alors que moi, mon projet de loi, ça serait peut-être 8 000 entreprises qui seraient touchées. Donc, beaucoup plus d'entreprises, mais des barèmes moins sévères ou un projet de loi qui touche moins d'entreprises, mais de façon plus sévère. Donc, c'est des choix, tout ça. La France a fait ce choix, l'Allemagne aussi. L'Europe se dirige sans doute vers des règlements de diligence raisonnables. Donc, il y a 2 approches, la plus sévère et la progressive qui est plus étapiste. Évidemment, moi, je prêche pour ma paroisse. Je dis qu'en ce moment, étant donné où on en est au Canada, j'ai l'impression que ce premier pas est important. Si votre projet de loi est adopté avant l'été, puis qu'on se revoyait dans 5 ans, qu'est-ce que vous pensez qu'il va avoir changé? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Alors, dans 5 ans, il y a une revision prévue de mon projet de loi. Donc, c'est une bonne chose à faire dans les projets de loi parce que, franchement, qui sait comment les choses vont se dérouler? Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait une obéissance à la loi, qu'il y ait un bon nombre, sinon la plupart des entreprises qui fassent rapport. Mais ce que j'aimerais le plus, c'est que ces rapports-là ne soient pas des espèces de rapports fades, sans rien. Parce que vous savez, il y a moyen de faire rapport sans rien dire. Hein. Vous savez, vous écrivez des travaux, tu sais, on peut faire un travail qui ne dit pas grand-chose. Tout ça, c'est toujours possible. De parler pour rien dire, d'écrire pour rien dire, c'est possible avec des grands mots et tout. Alors, ce que j'espère, c'est que ça ne deviendra pas une espèce d'exercice de cocher une case, on a rempli ça, puis on n'a pas fait d'effort. Ce que j'espère, parce que quand on regarde les sondages, on se rend compte que même à l'intérieur des entreprises, il y a des gens qui aimeraient parler de ces questions-là et qui ne le font pas parce que ce n'est pas une obligation. Donc, une fois que l'État embarque et dit c'est une obligation de faire rapport. L'idée, c'est que ça ouvre les esprits et si tout le monde doit le faire, on revient à une espèce de terrain plus égal pour tout le monde. Donc, ça serait ça mon espoir. Mon espoir, ça serait qu'il y ait une espèce de prise de conscience des entreprises. Je suis idéaliste, Stéphane. La vie ne marche pas toujours comme ça parce que le fondement du capitalisme, c'est aussi d'aller chercher la marchandise au plus bas prix, de faire un maximum de profit en revendant. Mais je crois qu'il faut aussi d'autres réformes du capitalisme pour que ça puisse marcher. Par exemple, un projet de loi comme ça ou les projets de loi de diligence raisonnable, ce que ça fait, c'est que ça demande aux entreprises de penser à autre chose que leur profit, autre chose que leurs actionnaires. Mais les lois encadrent aussi les entreprises. Et ce qu'on a comme loi, nous au Canada, et la plupart des autres pays ont ça, c'est que le premier et le seul devoir obligatoire des entreprises dans les lois,
c'est de défendre les intérêts de leurs actionnaires. Ça, c'est la loi. Alors, une fois que la loi dit ça, le reste, c'est optionnel. Donc, quand je parle de réformes plus importantes, c'est au cœur de la définition des responsabilités d'une entreprise qu'il faut peut-être aller voir. Si les entreprises se font dire, ben là, maintenant, se préoccuper de l'environnement, parce que le travail forcé, c'est un des enjeux mondiaux, mais il y a aussi la question de l'environnement et tout. Donc, si on réfléchit en ces termes-là, si on dit aux entreprises que c'est plus juste les profits des actionnaires, puis il y en a déjà plein là, qui sont sur ce chemin-là. Là. Je ne veux pas prétendre que c'est blanc ou noir. Il y a des entreprises qui font des efforts. Je vais vous parler de quelque chose qui m'a beaucoup touchée pendant cette quête-là. C'est que j'ai reçu un jour le téléphone de Jenny Coleman, présidente d'une entreprise qui s'appelle Equifruits et qui vend des bananes équitables. Petite entreprise. Elle était absolument ravie que je présente ce projet de loi. Mon téléphone, je prends l'appel. Parce qu'elle se bat contre les Dole de ce monde, les grosses compagnies bananières. Certaines disent qu'elles ont des produits biologiques ou équitables, mais elle, son but dans la vie, c'est de vendre des bananes équitables. Elle est excellente dans la livraison, dans l'explication de son produit et elle a réussi avec des campagnes de marketing assez formidables à avancer, sauf qu'elle se heurte toujours au fait que les gens choisissent en fonction du prix. Les bananes non équitables sont 10 sous de moins la livre et c'est quand même le loss leader sur le marché, les bananes. Alors, elle dit, sur les bananes, le consommateur a le choix parce que c'est vraiment pas une très grosse différence de prix. Et cette femme m'a beaucoup inspirée parce qu'elle se bat dans un environnement où ce n'est pas la majorité qui font ce genre de travail pour aller chercher des bananes équitables, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants qui travaillent dans les plantations, pour s'assurer que les salaires sont décents. C'est quelque chose que des entreprises font, parfois bien, parfois mal. Les entreprises de certification ne se valent pas toutes, mais il y a ça aussi dans notre société. Donc il faut éviter de généraliser, de dire que toutes les entreprises ne pensent qu'à leur profit, mais en termes de loi, c'est ce qu'on leur demande. On pourrait penser que une fois la loi mise en place, que les ONG vont s'intéresser à ces rapports, vont peut-être dénoncer un certain nombre d'entreprises qui ne seraient peut-être pas assez claires ou précis. Et considérant le fait que de plus en plus d'investisseurs institutionnels comme les fonds syndicaux, fonds d'action, la Caisse des dépôts aussi, s'intéressent de plus en plus aux normes ESG dans les politiques d'investissement, que ça pourrait avoir un effet de renforcer, dans le fond, la mesure par la cote à la bourse, en fait, le marché boursier. Là. Oui, tout ça est possible, mais je parlais justement à certaines ONG qui sont plus frileuses face à ce projet de loi et qui disaient, nous là, on n'a pas la main-d'œuvre pour éplucher 8000 rapports. Donc, qui va faire ce travail-là? Toute la question de chaque projet de loi et de mon projet de loi, c'est comment va-t-il être mis en application? Va-t-il y avoir suffisamment de fonctionnaires qui vont travailler là-dessus pour qu'on puisse aller voir où on sent que le travail n'est pas fait? Ou alors, tous les rapports vont rentrer, puis on va faire une comptabilité en disant tout va bien, tel pourcentage d'entreprises ont fait des rapports, fini, bonjour. Tu sais, l'application des lois, c'est un énorme problème dans toutes les sociétés, point. C'est la même chose en Afrique, on passe des tonnes de lois, puis on n'arrive pas à les mettre en pratique. Alors, c'est sûr qu'un gouvernement a énormément de priorités et la force de ce projet de loi réside aussi beaucoup dans le fait que est-ce qu'il va y avoir à un moment donné une mise en application? Est-ce qu'il y a des infractions pénales? Est-ce qu'il va y avoir des amendes qui vont être effectivement données? Est-ce qu'il y a aussi un pouvoir d'enquête qui est assez fort dans ce projet de loi où quand on soupçonne une compagnie de ne pas dire la vérité, on peut aller fouiller, on peut aller dans l'entreprise, on peut aller voir ce qu'il y a dans les ordinateurs. Donc, est-ce qu'on va démontrer que le gouvernement est sérieux? Donc ça, évidemment,
ça dépend du gouvernement parce que quand on est sénatrice ou député et qu'on propose un projet de loi, ce qu'on propose, nous, c'est la structure. Après, il y a la réglementation. Et ça se fait une fois que les projets de loi sont adoptés. Et là, c'est un moment où, par exemple, si ce projet de loi implique des ingénieurs, on va consulter ceux qui représentent les ingénieurs, on va consulter les différents groupes où il va y avoir un impact et on fait une réglementation pour mettre en application ce projet de loi. Et c'est là, je vous dirais que c'est plus difficile. Et après, ce qui est encore plus difficile, c'est qu'il n'y a pas toujours d'application parce que le problème, c'est si le gouvernement, si l'État ne donne pas suite à un projet comme ça, ben, à un moment donné, les entreprises vont savoir que ce n'est pas sérieux, puis ils pourront diminuer les efforts. Hein. Une des statistiques qui est vraiment troublante, c'est qu'en Grande-Bretagne, où un projet de loi de transparence est en vigueur depuis 2015, il y a seulement 40% des entreprises qui font rapport. Ce n'est pas énorme, mais il n'y a aucune pénalité en Grande-Bretagne. Donc, il n'y a même pas de petits bâtons si on ne se conforme pas à la loi. Donc, la nôtre, je vous dirais, est plus sévère, mais je suis très consciente, un peu comme la loi sur l'achat local dont on a parlé ce matin, que tout est dans la mise en vigueur de cette loi. Un des écueils qu'il pourrait y avoir, parce qu'on est dans un contexte de gouvernement minoritaire, ce serait qu'un autre gouvernement d'une autre couleur politique prenne le pouvoir puis décide d'ignorer le projet ou de s'asseoir dessus. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un appui transpartisan pour ce projet-là en ce moment à la Chambre des communes? Oui. Alors, ça, c'est une des choses qui m'a vraiment intéressée quand je suis arrivée en politique. C'est que, bien sûr, moi, je ne suis pas dans un parti politique, mais je suis plutôt progressiste dans la vie. Tu sais, je suis plutôt à gauche qu'à droite. Mais sur certains enjeux, on arrive à trouver effectivement des appuis transpartisans. Et ce qui était vraiment dans ce cas-ci remarquable, c'est que dans la dernière campagne électorale qui était en 2021, si je ne me trompe pas, les deux partis principaux, les partis politiques principaux au fédéral, les libéraux et les conservateurs, ont tous les deux promis de faire une législation pour limiter ou supprimer le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement. Dans les deux plateformes électorales, il y avait cette promesse-là. Et ça vient sans doute de valeurs un peu différentes. Du côté conservateur, ça peut venir d'une valeur chrétienne aussi, mais quelles que soient les valeurs qui sous-tendent ça, que ce soit le respect des droits de la personne, que ce soit des valeurs chrétiennes, parce qu'il y a beaucoup d'OBNL qui travaillent dans ce domaine-là du côté du Canada anglais, qui ont un fonds chrétien, que ce soit Vision mondiale ou d'autres. L'idée, c'est qu'on se rassemble sur un but commun. Et ça, c'est quand ça arrive en politique, c'est absolument extraordinaire. Et dans ce cas-ci, le projet de loi est suffisamment modeste pour les conservateurs pour pas que ça bouleverse le capitalisme. Et du côté des libéraux et des autres partis plus progressistes, il y a quand même une frange qui dit « commençons par ça, puis allons plus loin ». Mais il y a une autre frange. Les néo-démocrates trouvent que mon projet de loi ne va pas assez loin. Mais c'est un parti qui ne contrôle pas, qui aide en ce moment les libéraux, mais qui n'est pas au pouvoir, là, qui n'a pas assez de députés pour être au pouvoir. Donc, je ne vous dirais pas que ce serait ça le problème s'il y a un changement de gouvernement, mais s'il y a un changement de gouvernement, je ne crois pas que ce sera dans les intentions de, si jamais les conservateurs prennent le pouvoir, un projet de loi de diligence raisonnable, ce qui est beaucoup plus contraignant pour les entreprises. Je ne pense pas que ça ferait partie de leurs priorités. Une des questions qu'on peut se poser sur ce projet de loi, c'est dans plusieurs pays en développement notamment, les familles ont besoin du revenu qu'amènent les enfants.
Est-ce Oui. que le projet de loi prévoit quelque chose pour répondre à cette question qui est quand même assez difficile? Hein? Oui, alors, c'est des questions très difficiles et c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler de l'achat local comme étant une solution pour, pendant la pandémie, on s'est dit si on dépendrait moins des pays étrangers, ça serait plus facile pour certaines choses. On a même essayé de faire des vaccins ici, Medicago, si je me rappelle bien. Oui. Malheureusement, ça a été un échec. Donc, l'achat local est à la mode. Toutefois, on ne peut pas oublier que, enfin, moi, personne, je vais parler pour moi, que il y a un monde à l'extérieur du Canada et il y a des pays très pauvres qui dépendent essentiellement d'emplois pour nous nourrir, pour nous vêtir, pour vivre et survivre. Donc, cette idée de se refermer sur soi, évidemment, ça oublie qu'il y a un monde autour qui a besoin de vivre et de survivre, ce qui ne justifie en rien l'exploitation. Mais c'est cette idée d'un commerce ouvert où il pourrait y avoir un certain enrichissement. Le problème que vous évoquez, Stéphane, est tout à fait réel. Imaginez une entreprise canadienne qui, à la suite de cette loi, fouille sérieusement dans sa chaîne d'approvisionnement et s'aperçoit qu'il y a 10 enfants du village XYZ qui travaillent dans dans une manufacture quelconque. Alors, s'ils veulent diminuer les risques de travail forcé et de travail des enfants, ben, normalement, ils vont remercier les enfants. Mais c'est là que beaucoup de chercheurs et de gens dans ce domaine-là parlent de remédiation. Et il y a même des compagnies qui ont ça dans leur rapport. Lululemon fait partie des compagnies qui sont assez bien cotées pour ce qu'elle fait dans les pays plus défavorisés. Mais l'idée, c'est que la compagnie n'a pas que… Tu sais, c'est un peu trop facile de dire, bon, retournez chez vous, mes petits-enfants, parce qu'on sait bien qu'ils n'iront pas forcément à l'école, parce que l'école, à certains endroits, coûte de l'argent, et parce que les parents comptent sur ces revenus-là pour survivre. Alors, mon projet de loi ne prévoit pas d'obligation à remédier à ces questions-là. Mais, et ça, c'est une autre belle histoire de la politique, le projet de loi fait quand même de la place à cette question-là. C'est-à-dire que dans le projet de loi, on donne les éléments que les entreprises doivent aborder dans le fameux rapport public. Et un nouveau point qu'on a ajouté par un amendement, c'est ce point de dire que la compagnie réfléchisse ou mette des moyens à la disposition. S'il y a des mises à pied, qu'il y ait des mesures de remédiation qui viennent avec. Ça peut être l'entreprise peut directement payer l'école pour que l'enfant y aille. Il peut y avoir différentes choses comme ça qui sont faites par les entreprises. Et souvent, ça peut se faire quand c'est bien fait avec des ONG locales qui connaissent un peu la situation et qui peuvent voir comment on peut limiter les dégâts. Alors, dans l'étude en comité de ce projet de loi, il y avait une nouvelle sénatrice qui était membre du comité qui s'appelle Amina Gerba, qui est une femme d'affaires qui vient du Cameroun. Et elle était sénatrice depuis à peine quelques mois, elle commençait, elle cherchait et tout. Et elle est venue me voir en disant, ben, c'est bien beau ce projet de loi-là, mais justement, la question de Stéphane, qu'est-ce qui arrive aux enfants qui font vivre leur famille? Parce que, dit-elle, moi, on était 8 frères et sœurs au Cameroun, puis on a travaillé toute notre enfance pour aider notre famille. Donc, en plein Sénat, j'avais là une sénatrice qui avait vécu cette situation de travail des enfants et qui me mettait face aux limites incroyables de mon projet de loi. Et donc, on a travaillé ensemble à un amendement qui, tout au moins, dans un projet de loi de transparence, et encore là, ce n'est pas une obligation parce que la compagnie peut dire « j'ai pas travaillé là-dessus » ou « j'ai travaillé là-dessus ». Mais on demande à l'entreprise de nous dire « avez-vous fait quelque chose en remédiation dans un pays X ou Y pour remédier à des mises à pied ou à des changements de personnel ». Donc, c'est un petit
comment dire, les projets de loi et les choses changent. Comme vous voyez, c'est des petits changements dont je vous parle. Mais c'est beaucoup ça, les projets de loi. Il y en a quelques-uns qui sont certainement révolutionnaires, mais moi, je travaille sur des plus petites choses. Puis, il faut, comment dire, se dire que la réalité ne peut pas changer du tout au-dessus. C'est très difficile de demander à des entreprises post-pandémie, dont beaucoup se relèvent de 3 ans de difficultés, de soudain leur dire, là, nettoyez votre chaîne d'approvisionnement, vous avez 6 mois pour le faire, puis si vous ne le faites pas en 6 mois, vous êtes passible de poursuite. Étant donné que ce n'est pas toujours simple de trouver ça du travail forcé. Là. Quand on est rendu, voilà, il y a beaucoup de niveaux différents dans la chaîne d'approvisionnement. Puis quand on est rendu près des champs, près de ce qui se passe dans une ferme, ce qui se passe dans une famille, comment détecter si la fille qui est là, qui fait du ménage et tout ça, est-ce que c'est du travail forcé? Est-ce que c'est du travail des enfants? Ça devient très difficile à trouver. Alors, je ne veux pas excuser du tout ces pratiques, mais je pense qu'il faut que les entreprises aient un peu de temps pour agir. Et ce n'est pas juste les entreprises, c'est à vrai dire la machine gouvernementale, parce qu'il y a une autre loi, et je n'ai rien à voir dans cette loi-là, parce que le gouvernement est signataire d'accords de libre-échange avec les États-Unis. Le gouvernement canadien a été obligé de faire la même loi que celle des États-Unis, qui est aucune marchandise ne peut rentrer aux frontières fabriquée avec du travail forcé. Donc ça, c'est une loi assez sévère, mais ça fait 2 ans qu'elle est en vigueur au Canada. On a arrêté un bateau. On ne nous a pas donné le nom ni rien en disant qu'il y avait des questions de vie privée. Et après quelques mois, on a dit qu'on n'a pas assez de preuves pour savoir que dans ce bateau-là, il y avait des marchandises faites avec du travail forcé. Ça, c'est la situation au Canada. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, on arrête beaucoup de chargements. Donc, il y a une meilleure mise en place, mise en vigueur de lois qui sont semblables. Qu'est-ce que vous réponderiez à ceux qui s'inquiètent des mesures type l'interdiction de l'implantation issue du travail forcé parce qu'ils croient que c'est un prétexte pour du protectionnisme et que, dans le fond, la mondialisation, depuis 50 ans, a diminué la pauvreté mondiale de façon très importante et que l'addition de toutes ces mesures ne vont que reproduire les effets du passé, c'est-à-dire nuire, dans le fond, plus qu'aider à la cause du travail forcé. Alors, je vous conseille là-dessus un excellent bouquin que j'ai apporté, parce que moi, je crois beaucoup au fait de montrer. Geneviève Le Baron est une universitaire d'origine canadienne, mais qui a travaillé longtemps en Grande-Bretagne et maintenant qui est revenue en Colombie-Britannique et qui parle de tout ce mouvement d'opposition à l'esclavage moderne et qui est critique, qui montre les aspects critiques. Et un de ceux-là, c'est exactement ce que vous dites. C'est qu'on soupçonne, et on le fait beaucoup aux États-Unis, mais on pourrait le faire au Canada aussi, les conservateurs, que ce soit les républicains aux États-Unis ou chez nous les conservateurs, d'être favorables à cette idée d'éradiquer l'esclavage moderne parce que ça justifie une forme de protectionnisme. Et donc, sans doute, on ne connaît pas tous les motifs pour lesquels les politiciens décident de faire certaines choses. Mais on ne peut pas dire qu'en soi, par principe, la lutte à l'esclavage moderne est une lutte qu'on ne devrait pas faire. Mais c'est vrai que de tout mettre nos œufs dans ce panier-là, ce n'est pas non plus la solution. Par exemple, il y a des syndicalistes qui disent, à force de parler d'esclavage moderne et de travail forcé, vous oubliez que ce n'est pas ça le plus gros problème dans les pays en développement. Le problème, c'est l'exploitation. Ce n'est pas au niveau du travail forcé, mais ça reste de l'exploitation. Et quand on ne fait que mettre l'accent sur ceux qui sont en servitude de dette et tout, on oublie qu'une grande majorité, ce n'est pas ça, mais c'est quand même des conditions d'exploitation.
ça, c'est une chose. Et ensuite, le pire, je vous dirais, dans ce débat-là, c'est que nous, comment dire, ça nous fait du bien de dire qu'on va libérer les esclaves, qu'on va libérer ces gens-là qui font du travail forcé. Mais qu'en pensent-ils eux-mêmes, les adultes? Alors, il y a des enquêtes qui ont été faites justement en Malaisie, dans ces entreprises où il y avait pas mal de travail forcé, dans le genre servitude de dette et tout. Et cette idée que l'entreprise, pour se conformer, pour avoir encore des contrats avec le Canada ou les États-Unis, réduisait les heures de travail, par exemple, ne faisait pas l'unanimité. Parce que ces travailleurs qui étaient venus d'un autre pays, qui doivent retourner de l'argent à leur famille, quand ils sont dans un pays autre, tout ce qu'ils veulent faire, c'est de travailler de longues heures pour gagner le plus d'argent possible pour pouvoir envoyer de l'argent à leur famille. Donc, ce n'est pas des problèmes simples parce que qui suis-je, moi, en Occident, pour savoir ce qui est le mieux pour telle personne? Alors, on fait de son mieux, mais je me pose plein de questions, évidemment, sur tout ça parce que la première chose qu'il faut faire, c'est les écouter, c'est comprendre la réalité. Il faut que non seulement on s'attaque au travail forcé, mais qu'on ait des politiques internationales plus généreuses en termes d'aide au développement, parce que ça va ensemble. Et ce n'est pas des problèmes simples. Alors, je n'oserais pas vous dire que je fais tout ça en me disant c'est la solution, tu as trouvé la solution. C'est plein d'écueils, ces sujets-là qui sont vraiment compliqués. C'est un problème complexe. Oui. On a parlé un peu d'autres exemples. On a parlé du Royaume-Uni, de l'Australie, l'Allemagne, la France. Les États-Unis aussi, depuis quelques années, ont crinqué un peu leur législation, parce que depuis les années 30, effectivement, l'importation de produits issus du travail forcé est interdite aux États-Unis, mais la loi est appliquée avec plus ou moins de force. Là, il serre la vis. Puis, j'arrête pas de parler de ça au Sénat. Je dis, regardez les Américains, ils arrêtent des bateaux. Bientôt, ces bateaux-là vont venir au Canada parce que nous, on les arrête moins. C'est ça. Ils ont adopté le Uyghur Act. Exact. Qui a été signé par le président Biden en 2021, qui a pour effet que si vous importez un produit qui provient de la région où sont les Ouïghours en Chine, vous devez faire la démonstration qu'il n'y a pas de travail forcé, exact. de produits issus du travail forcé. Oui. Donc, si vous importez des produits électroniques qui ont énormément de composantes, vous devez faire, sinon ça va être bloqué à la douane. Voilà. Alors, c'est ce qu'on appelle un renversement de preuve. C'est l'idée que ce n'est pas celui qui porte l'accusation ou qui pense qu'il y a effectivement une loi violée qui doit faire la preuve. C'est l'armateur, c'est l'importateur qui lui-même doit faire la preuve que ce qu'il amène comme marchandise, ce n'est pas du travail forcé, ce qui n'est pas une preuve facile à faire par la négative. Donc, ce projet de loi a passé aux États-Unis. C'est les premiers, si je ne m'abuse, d'avoir un projet de loi comme ça. Mm-hmm. Et à vrai dire, moi, je fais partie de ceux qui seraient assez durs sur cette question-là. Parce que du travail forcé, du travail des enfants, il y en a partout sur la planète. Mais cette concentration-là, avec l'aide et la complicité de l'État chinois, évidemment, c'est toujours cette question. Les pays n'osent pas être trop sévères parce qu'on a beaucoup de commerce avec les Chinois, donc c'est les limites c'est les limites de tout ça. Mais je vous dirais qu'au Canada, en tout cas, moi, mon projet de loi ne vise pas un endroit en particulier, mais c'est évident qu'on devrait porter extrêmement attention à ça. Mais la difficulté, et je vous dis ça en quelques secondes, c'est que, par exemple, on ne le sait pas toujours, les tomates ramassées par les Ouïghours se sont retrouvées, et on le sait grâce à une enquête journalistique, dans des boîtes de tomates concassées italiennes qui nous ont été envoyées au Canada. Et sur l'étiquette, c'est marqué Italie, mais c'est jamais marqué que les tomates viennent de Chine. Donc, on n'a pas un processus transparent d'étiquetage. C'est un grave problème, ça aussi. Évidemment, ça prendrait peut-être des étiquettes de 10 pieds. Mais en effet, et il y a un projet de loi aussi sur les Ouïghours au Sénat, mais qui n'a pas beaucoup avancé parce que le gouvernement, de toute évidence, a de la difficulté à cibler seulement un endroit.
Parce qu'évidemment, comme vous venez de le dire, le danger, c'est que les entreprises qui ne peuvent pas entrer en territoire américain choisissent de passer par le Oui, Mexique ou par le Canada pour oui. exporter ensuite. Et là, ça va devenir un problème Ben oui, on canadien. n'a pas envie de devenir l'espèce d'endroit où tous ceux qui ont des choses à cacher débarquent. Vraiment pas. Et là, c'est vraiment un conflit de valeurs parce que nous, on a des lois sur la vie privée très sévères. Mais je ne suis pas sûre, moi, que nos lois sur la vie privée devraient s'appliquer de façon aussi sévère sur des importateurs et des armateurs qui ont été bannis des États-Unis et qui ne peuvent pas décharger leur cargaison. En tout cas, c'est mon point de vue. En conclusion, il y a un autre projet de loi qui vous intéresse particulièrement sur la pornographie et les enfants. Exact. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Alors, rapidement, c'est un autre problème mondial que l'expansion extrêmement grande de l'industrie de la pornographie qui occupe maintenant le quart de la bande passante à travers le monde. Le quart. Et contrairement à la pornographie antérieurement, probablement à vous, là, la pornographie était une industrie réglementée dans la vraie vie. On ne pouvait pas acheter un penthouse ou un Playboy sans avoir 18 ans parce qu'on nous demandait, on était cartés à l'époque. Et ça, c'était Playboy, petit Playboy. Là, maintenant, on a des plateformes mondiales comme MindGeek, Pornhub, Xhamster qui sont disponibles à tous les enfants de la Terre sans aucune vérification d'âge. 8 ans, 7 ans, 8 ans. Et toutes les études montrent qu'une telle exposition à la porno pour des enfants peut avoir des effets dévastateurs sur différents aspects de leur vie amoureuse, que ce soit l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes. Ça peut évidemment augmenter les stéréotypes. Ça peut causer différents problèmes de tout ordre aux enfants. Et donc, comme on est une société qui doit protéger ses enfants, mon projet de loi est assez simple. Je veux simple, c'est pas si simple que ça, mais je veux obliger les grandes plateformes qui font de la porno leur business à vérifier l'âge de leurs clients. Et aujourd'hui, avec les progrès de l'Internet, on peut le faire avec des tierces parties qui sont accréditées, qui le font sans... on ne demanderait pas au site porno de faire ça. Là. Ça serait une autre compagnie qui ferait ça. On ne veut pas qu'il y ait des données sur nos enfants. Et donc, l'idée, c'est que ça serait évidemment payé par les sites porno. Et donc, ça semble un projet évident, protégeons les enfants. Si les compagnies n'obéissent pas, on tire la plug et ils ne sont plus diffusés dans un pays X. Mais c'est un projet de loi controversé parce que certains disent on n'arrivera pas à protéger le caractère privé des données personnelles. Vous faites de la censure sur Internet. Ça va nuire aux travailleuses du sexe qui gagnent leur vie. Bref, ça a été un projet de loi, et là, je suis rendue, il est presque sorti du Sénat, mais j'ai travaillé énormément sur ce projet de loi parce que vraiment, les oppositions viennent de tout un courant où l'Internet devrait, par définition, le Far West. Liberté d'absolu. Alors que ce n'est pas vrai. Dans nos sociétés réelles, on protège les enfants. Et évidemment, inutile de vous dire que la pandémie a augmenté tout cela. Voilà pour mon deuxième projet de loi. Est-ce qu'il y a des pays qui ont des législations? Oui. L'Allemagne, encore, c'est bizarre, hein? C'est comme pour le travail forcé. L'Allemagne, très en avance. La France, pour l'instant, ils se battent beaucoup. C'est les premiers pays. La Grande-Bretagne a un projet de loi qui est à l'étude. Ils se battent beaucoup avec ces grandes plateformes américaines. Certaines américaines, il y en a des russes et tout, mais et MindGeek, a une grosse partie de ses employés à Montréal. Sauf que leur siège social est au Luxembourg et leurs ordinateurs sont à Chypre. Donc, c'est vraiment des compagnies internationales qui ne veulent tellement pas qu'on réglemente, qui poursuivent les États. Ils disent, vous n'avez pas le droit de faire ça, ça viole telle loi, telle loi. Alors, on est dans des processus en France de poursuite assez aigus, mais ils ont eu le courage de le faire. Ça vient de très haut, ça vient du président. Donc, ça a passé très, très vite, alors que moi, je me bats. Alors, tout ça, ça m'occupe. C'est très intéressant.
Alors, merci beaucoup pour l'entretien. Est-ce qu'on a une question du public? Et merci beaucoup, Julie et Stéphane. On a des questions sur le chat. N'hésitez pas à les inscrire si vous en avez d'autres, les gens en ligne. Alors, on va y aller avec une première question. Bonjour, Madame Méville-Deschênes. Vous portez des projets de loi assez lourds et complexes. Est-ce qu'il vous arrive de vous décourager? Qu'est-ce qui vous motive à aller de l'avant avec des lois si difficiles? Beaucoup auraient baissé les bras devant l'ampleur et la complexité de ces enjeux. C'est gentil. Mhm. Une bonne question. Oui, ça m'arrive de me dire que j'y arriverai jamais. Moi, la transition qui a été vraiment difficile en plus, c'est que j'étais journaliste, puis généralement, j'avais 2 heures pour faire un topo. Alors, je peux vous dire que je passais d'un sujet à l'autre assez rapidement. Là, ça fait 3 ans que je porte le projet de loi sur l'esclavage moderne, 2 ans sur la porno et les enfants. Donc oui, j'ai des moments de découragement. J'essaye de faire d'autres choses. J'essaye de trouver un autre angle. Souvent, les moments où ça va moins bien, on a soudain une bonne idée pour essayer de relancer, à qui on peut parler, qu'est-ce qu'on peut faire. Ça a développé vraiment ma patience. Moi, je suis une femme très impatiente. Alors, je dois vous dire que la législation, par définition, c'est lent. Alors, tout le monde rit de moi, tu sais, parce que je deviens un peu plus patiente. Et j'arrive à parler à des opposants politiques beaucoup mieux qu'au début en me disant, ben, cherchons ce qui nous rassemble aussi. Ça, c'est une autre qualité. Alors, non, je ne me décourage pas. Merci. Une autre question. Quelle est la plus grande concession que vous avez eu à faire sur votre projet de loi sur l'esclavage moderne? C'est sans doute cette idée qu'on peut pas être, que dans un projet de loi comme ça, on ne peut pas être prescriptif dans ce que les entreprises rapportent. Et donc, celles qui ne voudront vraiment rien faire auront les moyens de remplir une page qui permettra seulement de dire aux ONG, bon, cette entreprise-là, vraiment, elle a fait son travail de façon automatique sans vraiment y réfléchir, mais ça ne permettra pas de savoir vraiment la réalité. Donc, je vous dirais que c'est ça, c'est cette idée que je ne suis pas, que ça va dépendre de la bonne volonté des entreprises. Et ça, quand on pense au mal qui peut être fait avec le travail forcé, ben, c'est clair que c'est un projet de loi, je répète, modeste, premier pas, et qui va devoir éventuellement être renforcé si les entreprises ne changent pas d'attitude. Très bien, merci. Une autre question. Concrètement, dans le projet de loi, quel niveau d'enquête sera attendu des entreprises? Donc, imaginons qu'une entreprise dit ceci, moi, mes fournisseurs sont dans des pays où le travail forcé est illégal. Pour nous, ça clôt l'enquête. Est-ce que ce genre d'enquête-là, de niveau d'enquête-là serait suffisant? Ben, pas vraiment, puisque le travail forcé est illégal pas mal partout. Donc, c'est pas si clair que ça mais dans ce qu'il faut faire comme enquête, on dit quand même, excusez-moi, je cherche vous allez pouvoir savoir si j'arrive à me retrouver dans mon propre projet de loi. Donc, ce qu'on doit fournir, c'est les politiques de l'entreprise, les processus de diligence raisonnable relatifs au travail forcé et au travail des enfants. Les parties de ces chaînes commerciales et de ces chaînes d'approvisionnement qui comportent un risque de recours au travail forcé et au travail des enfants. Donc, il y a des choses qu'il faut rapporter. Mais l'entreprise pourra toujours dire, j'ai vérifié le premier niveau de ma chaîne d'approvisionnement parce que c'est le plus facile. C'est celui qui directement nous fournit la marchandise. Ça, c'est le plus facile. Et ça pourra se faire, j'imagine, avec un échange de signatures. On fait signer un contrat à celui qui nous fournit la marchandise disant il n'y a aucun travail forcé au travail des enfants dans cette marchandise-là. Mais qui après va vérifier si c'est exact? Alors, c'est toujours la difficulté
de ce genre de… Donc, on ne leur prescrit pas la façon de faire, on ne leur prescrit pas jusqu'où il faut qu'ils aillent, mais on leur demande de faire un rapport qui va être public. Et c'est l'aspect public du rapport qui peut leur faire du dommage. Très bien, merci. Nous n'avons plus de questions sur Zoom, mais il y a quelqu'un qui tient à dire merci beaucoup pour cet entretien très enrichissant, puis je me joins à cette remarque, c'est vraiment super intéressant. Alors, ça va mettre fin à notre séance en ligne, en web diffusion. Et pour les gens dans la salle qui sont avec nous, on va prendre une courte pause de 15 minutes et on va se retrouver ensemble à 14h50. Donc, merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.